Alors écoutez, je vais vous répondre de manière rapide parce que c'est une question que nous nous sommes tous à un moment donné ou l'autre de notre vie posée, question que nous nous posons au cours de notre existence et souvent déjà dans un âge relativement jeune. Euh, pour moi, la réponse, elle est celle d'un croyant, celle d'un homme qui a la foi. Cela relève de la volonté divine. L'existence du monde, l'existence de l'univers, l'existence de l'humanité révèle d'une volonté divine, d'une volonté gratuite, d'une volonté qui n'attend pas nécessairement une réciprocité, ou plus exactement d'une volonté qui se fait dans la totale liberté. Dieu n'a pas besoin du monde, n'a pas besoin de l'univers, c'est un jeu. Je crois que la création de l'univers, la création du monde, c'est un jeu de Dieu. Quels sont les motifs qui ont pu le déterminer à ce jeu, si vous me permettez l'expression? Ils appartiennent ou relèvent du mystère de Dieu, du mystère de sa divinité profonde, mais je ne vois pas, en ce qui me concerne, une autre cause que la cause divine à cet effet qui est le monde et l'univers. Je ne crois pas au hasard, du moins tel qu'on peut l'entendre ou le comprendre. J'y vois un acte de volonté, d'une volonté qui a probablement été précédée d'une réflexion à l'intérieur même de la divinité. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre réponse que Dieu crée l'univers, crée le monde et crée peut-être aussi d'autres choses qui nous échappent, que nous ne connaissons pas parce que nos instruments de mesure, nos instruments de compréhension, nos instruments d'analyse ne nous permettent probablement pas de saisir les aspects extraordinairement étendus de la création divine. Au fond, ce que nous savons du monde, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous entendons, c'est ce que nous mesurons, c'est ce que l'on nous en dit, c'est ce qui est révélé par la science, par la philosophie, par l'art, par la pensée, par les faits, n'est-ce pas? Par les faits au sens large, qui sont à la fois la philosophie, la théologie, les sciences, les mathématiques, etc. Donc je ne vois pas à cet effet qu'est le monde et l'univers une cause autre qu'une cause divine, mais je dirais une cause positive, c'est-à-dire que la création du monde, la création de l'univers est une création qui est positive dans le plan divin. Alors vous dites que le mal domine le bien. D'abord, est-ce que c'est certain? Bon, j'en suis pas du tout convaincu. Alors, vous dites le mal domine le bien. Alors, sur le plan historique pur, vous avez certainement raison, les faits historiques vous donnent certainement raison pour des périodes déterminées de l'histoire humaine. Il est évident que si l'on prend l'exemple du dernier grand conflit mondial de 1939-1945, on peut dire que dans un espace déterminé du monde, le mal dominait le bien, ça c'est certain. Mais ce n'est pas, ce que vous affirmez là, n'est pas une dominante constante de l'histoire de l'humanité. Je ne suis pour ma part pas convaincu que le mal domine le bien, je dirais plutôt ceci, c'est qu'il y a une compétition, si vous me permettez l'expression, ou plus exactement une rivalité du bien et du mal, et souvent les choses sont, comment dire, sur une corde raide, avec un penche, ça penche un peu du côté du mal, ou ça penche plutôt du côté du bien, mais je crois que les choses ne sont pas aussi nettes, c'est-à-dire sous réserve, comme je l'ai dit avant, de périodes historiques très déterminées, où on peut dire que le mal dominait le bien. Encore que, dans la mesure où vous me posez à brûle-pourpoint la question, elle suscite en moi d'autres questions, et au fond, elle m'appelle aussi à peut-être un peu corriger ou modifier le premier élan ou le premier jet de ma réponse. Parce qu'au fond, si je vous dis, et je vous ai dit, pendant le conflit de 39-45, de par les horreurs qui ont pu se passer à ce moment-là,
le bien préexistait quand même. Le bien existait quand même, par le fait de grands témoins de l'absolu, ou même de gens qui n'étaient pas nécessairement des chrétiens, mais qui étaient des gens simplement humains, animés par une très grande humanité, un très grand amour de l'autre, qui, au fond, luttaient. On peut penser, par exemple, à la résistance en France. On peut penser également à un exemple fameux du pasteur Dietrich Bonhoeffer dans sa prison à Berlin, et qui, comme vous le savez, a fini dans les derniers jours de la guerre fusillé, qui amenait un message d'espérance. Donc, ce qui me paraît très important, c'est qu'il est très rare que le mal soit tout seul. Je m'explique. Je crois que dans toute situation, même où le mal est très fort, il y a un élément de bien qui se loge ou qui est à l'intérieur du mal. Je crois qu'une valeur persiste dans le monde dans lequel nous nous trouvons, en pleine mutation. J'enfonce des portes ouvertes, hein, j'entends, on le sait. Il y a probablement une valeur, une constante qui est toujours présente, c'est la fidélité. Je crois que l'on attend d'une personne qui a fait un choix, que ce soit un choix professionnel, un choix artistique, que ce soit un choix amoureux, conjugal, amical, la fidélité. C'est-à-dire que l'on suive la voie pour laquelle on a à un moment donné de sa vie opté. Alors, moi j'ai cette impression que, en ce qui me concerne, ayant fait ce double choix de travailler comme avocat et d'autre part d'écrire des livres, qu'on attend de moi que François Berger reste avocat, avocat de province dans sa ville de Neuchâtel, et puis écrive des livres. Voilà, c'est ce que je pense, mais c'est une pensée qui est basée sur des faits, sur des observations, sur des choses que je peux entendre, parce que comme toute personne, on a des moments d'hésitation, on se dit au fond, est-ce que c'est tout à fait juste le choix qu'on a fait? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas travailler plus à son étude et moins à ses bouquins, ou moins à ses bouquins et plus à son étude? Et ça m'arrive de me poser même assez souvent ce genre de questions, ce qui n'est pas rare chez toute personne exerçant au fond deux activités, qui sont d'ailleurs pas si antinomiques que cela. On aura l'occasion d'y revenir plus tard si vous êtes d'accord. On attend des personnes qui font un choix, que celles-ci restent fidèles à ce choix. Alors là, je pense qu'il y a quand même une réaction un peu conservatrice dans la personne humaine, dans la société, qui fait qu'on n'aime pas trop que les gens ayant choisi une voie, ayant choisi un type de vie, s'en écartent. Encore que la société d'aujourd'hui est évidemment pas comparable à la société du XIXe siècle, elle est donc plus libre, mais malgré tout, je pense qu'on attend quand même toujours chez une personne ayant fait un choix professionnel, privé, sentimental, affectif, que celui-ci soit suivi. Et donc, je crois que la fidélité est une valeur qui reste aujourd'hui très importante. Voilà. Souvent, on m'a dit, mais au fond, vous avez de la chance parce que vous êtes avocat, puis à côté, vous avez une passion et vous pouvez écrire des livres, etc. Alors, j'aimerais quand même un peu rectifier tout cela parce que c'est quelque chose que j'entends très, très souvent. D'abord, une passion. Alors, est-ce que l'écriture est un plaisir? D'abord, c'est la question qu'on peut se poser. Oui, mais pas toujours. C'est surtout beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de doutes par moment, beaucoup d'hésitation aussi. Ça me paraît devoir être rappelé aussi. Maintenant, les points communs, il y a quand même une démarcation assez nette, de manière très schématique. Le droit essaye de dégager le juste, et l'art essaye de dégager le beau. Il n'est pas exclu qu'il y ait un point d'intersection entre le droit, la poésie, le droit et l'art, qu'il y ait un point d'intersection entre les deux. En tout cas, je ne l'exclus pas. Vous savez, d'éminents juristes ont étudié le rapport entre poésie et droit. Je pense en particulier au Napolitain du XVIIIe, Giambattista Vico, qui ont vu les liens qu'il y avait entre le droit et la poésie, et ceux-ci sont certainement nombreux. Je crois que, d'abord, il faut
partir du principe que aussi bien l'écrivain que le juriste sont des hommes du livre. Sont des hommes du livre, sont des hommes qui partent de l'écrit, qui travaillent avec l'écrit, et il y a déjà au départ un point commun. Évidemment, on nous dira, oui, mais en littérature, en poésie, il y a l'imagination. Mais vous savez, ça fait 25 ans que je suis avocat, il faut faire de constants efforts d'imagination aussi pour trouver des solutions dans le cadre des cas pratiques qui me sont présentés journellement. Et c'est Giraudoux qui disait que l'école du droit était la plus puissante école de l'imagination. Giraudoux, homme de lettres, qui au fond ne dit pas que c'est la littérature ou la poésie qui est la plus grande école de l'imagination, mais il la concède ou il l'accorde pour le droit. Alors, je crois que c'est un élément important. Mais je crois qu'il faut quand même retenir que c'est vrai, la littérature, la poésie dégagent le beau, le droit essaye de dégager, de faire triompher le juste et le bien. Mais il n'est pas exclu que le beau et le juste se recoupent. Vous savez, j'ai parfois ce sentiment, c'est pas seulement parfois, ça m'est arrivé bien des fois déjà, un sentiment d'une convergence entre le juste et entre le beau lorsque je reçois un jugement ou je reçois une pièce de procédure d'un confrère, où je sens un équilibre entre la justice et l'esthétique, la justice et la beauté. Et au fond, il m'arrive de me dire, mais c'est beau. Et on ne nous demande pas de faire des œuvres d'art dans les mémoires de procédure que nous déposons. Nous avons des intérêts de justiciables à défendre. Mais il est vrai que parfois, la pièce de procédure, le jugement, sont si bien faits, si clairs, si cohérents, si harmonieux. Vous avez un équilibre entre les faits, entre le droit, que le sentiment que vous avez est un sentiment que c'est une œuvre d'art, que c'est beau. Alors vous voyez, il y a là un point de convergence entre le beau et le juste. Et c'est le sentiment que vous éprouvez. Ce jugement est juste et en même temps il est beau, parce qu'il est harmonieux, parce qu'il est cohérent. Aujourd'hui, papa est mort. À midi, le portable de Nadia a sonné. Elle a pensé à sa sœur Malika. Elle se voit souvent. Mais c'était maman. Nadia n'a pas retenu ses larmes. Ses petites glandes étaient joyeuses. Elles lui ont apporté leur petit cadeau transparent. Papa est mort. Ces mots ont fait du bruit dans sa tête. Trop de mots font mal. On ne devrait connaître que ceux qui font du bien. Il ne posera plus jamais ses lèvres sur son front, ses joues. La veille, il avait dit à maman se sentir fatigué. Mais il se réjouissait. Dans 2 mois à la retraite, nous ferons des voyages. Notre vie ne tient qu'à un fil, mais il y a des fils plus résistants que d'autres. Quand maman versait le café dans le bol, elle a entendu un cri venant de la salle de bain. Elle a laissé la cafetière brûlante sur la nappe en plastique qui a fondu. Elle s'est précipitée vers papa. Il gémissait, la bouche ouverte, elle ne comprenait rien. Elle a couru téléphoner, il vivait encore. Elle l'a serré contre elle. 2 hommes de la police sont arrivés, habillés en bleu comme des mécaniciens. C'est fini, a dit l'un. Il connaissait papa. Il se souvenait de sa photographie dans le journal. Le roi lui avait remis une médaille. Le médecin est venu constater le décès, puis ils sont partis. Ce n'était pas le médecin de famille, mais un du quartier. Il est resté un moment avec maman. Il l'a aidé à mettre papa dans son lit, à le laver, à l'habiller. Il s'est dit qu'il deviendrait peut-être le nouveau médecin de la famille. Ils lui ont passé sa chemise en soie rose et son uniforme de trompette. Ensuite, il s'en est allé. Maman a saisi le bol de papa. Le café était froid, le bol entre ses mains, comme si papa le portait. Elle a bu près de lui, elle l'a regardé, il était beau. Nadia se souvient de la fenêtre du salon. De là, elle voyait une partie du port de Tanger. Les grands bateaux pour l'Europe et l'Amérique, les marchandises, les marins. Lorsque la mer était calme, il arrivait à papa d'aller pêcher ou se baigner. Ensuite, il allait travailler. Il aimait aussi les hautes montagnes du pays. On peut y skier. Nadia et ses sœurs l'avaient quelquefois accompagné. Il dormait sous tente. Il faisait froid. Maman, restée seule à la maison, avait dit « Achour, ce sont tes filles, c'est dangereux ». Cependant, il partait, avec des provisions pour une semaine alors qu'ils étaient loin 2 jours. Rien ne pouvait arriver et rien n'est jamais arrivé. Elles étaient adolescentes, mais maman les voyait encore petites. C'est comme ça, les mamans.
Nadia aussi voit son fils Anouar, plus petit qu'il n'est. La filiation est peut-être la dernière forme de tyrannie. Maman dit toujours papa en parlant de lui. Ils étaient mariés depuis longtemps et n'ont été séparés qu'un jour, lors d'une inspection militaire. Il était chef du bureau des douanes du port de Tanger. Bientôt, il n'y aura plus de douaniers, plus de frontières, plus de famille. Seulement de petits îlots séparés les uns des autres. On se perdra de vue, ce sera la fin de l'amour, et la fin de l'amour, ce sera la fin du monde, lui a dit maman au téléphone. Voilà.